Mesdames et messieurs, bonsoir. Mythe ou réalité, arnaque ou spéculation. On a invité Monsieur Sam Malin, PDG de Madagascar Oil. On va parler bien sûr de pétrole à Madagascar. Et juste une petite question avant qu'on commence avec mes collègues, Monsieur Sam Malin, c'est que pourquoi à chaque fois qu'on invite quelqu'un pour parler de pétrole, on dit toujours non et pourquoi vous avez accepté? Ouais, je peux dire pourquoi nous avons accepté. C'est parce que nous sommes très optimistes que notre projet aura du succès. Bon, ça dépend de l'évaluation qu'on est en train de faire actuellement. Mais aussi, nous voulons être transparents et on aime l'occasion d'expliquer ce qu'on est en train de faire pour notre société et pour le pays. D'accord. Ça, c'est la question la plus difficile. Donc, là, maintenant, on entame des questions très faciles. Maïf? Oui, monsieur le PDG, vous explorez sur le gisement de Bemblang et Timrour. On sait que les premières études d'exploration menées sur ce site datent des années 1900. Vous savez que beaucoup de compagnies ont déjà entamé des explorations depuis. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont échoué jusqu'à maintenant? OK. Bon, d'abord, je crois que le mot échouer, c'est un peu fort parce que ils ont fait beaucoup de recherches sur ces gisements, ces autres sociétés, depuis un siècle. Mais les données sont là, ces données sont là pour nous maintenant. Mais la différence fondamentale, bon, il y a plusieurs différences, mais la différence fondamentale, c'est la technologie. La technologie pour exploiter le pétrobrûleur, ces genres de pétrole, existe que depuis 30 ans et sur le plan de rentabilité, ça rend ce genre de gisement rentable, potentiellement rentable, que depuis 5 ou 10 ans. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Bon, il y a des autres facteurs, des autres choses aussi. Le gouvernement actuel est un gouvernement qui a mis en place un bon environnement pour les investisseurs et pour le développement de projets comme nos projets. Et bon, même s'il faut signaler qu'on avait débuté ce projet quand le prix du pétrole était plus bas, c'était dans le $20 le baril, bien sûr, le prix du pétrole actuel, ça aide le projet aussi. Donc ça veut dire que vous avez repris des éléments de recherche qui datent de l'époque? Tout à fait. Oui, on avait pris les éléments de recherche. Ces autres sociétés ont travaillé beaucoup depuis un siècle. Donc, il y a une base de données énorme avec des centaines de rapports, des milliers de données. Et toutes ces données ont été collectionnées par Omnis et sont disponibles pour nous. Et bon, on a trouvé des données aussi ailleurs dans le monde, des autres données. Donc, pour dire que tout ce travail qui a été fait n'était pas une perte, quoi. Ça nous aide actuellement. Et pourquoi, justement, ceux qui ont fait les recherches avant, ils ne sont pas revenus? Pourquoi c'est vous, une nouvelle société, qui s'intéresse? Je crois qu'il y a quelques raisons. Bon, toujours, il n'y a jamais une seule raison. Quelques de ces sociétés d'avant n'existent plus. Donc ça, c'est une explication. Mais aussi, quelques des sociétés avant sont maintenant des éléments des grandes sociétés multinationales. Et c'est nous qui sommes assez flexibles pour gérer un projet comme ça, pour identifier un projet comme ça. Et aussi, il faut comprendre que ou rappeler qu'on a débuté ce projet, le prix du pétrole était plus bas. Donc, ces autres sociétés avaient peur que peut-être ça ne serait pas rentable, mais c'était nous qui avait la vision, si on peut utiliser le mot là, que ça peut éventuellement marcher. Est-ce que vous voulez dire par là, monsieur le PDG, que la rentabilité de votre projet dépendra surtout du prix actuel du pétrole sur le marché mondial? Ça, c'est une très bonne question et les gens posent cette question souvent. Et la réponse est non.
le prix actuel, bien sûr, ça aide le projet parce que c'est plus facile à convaincre les investisseurs d'investir dans le projet pour soutenir ce projet. Les projets de développement de Tsimuru et Bemolang, si notre évaluation montre que c'est rentable, seraient des projets énormes sur une échelle mondiale. Mais quand on avait débuté dans ce projet, c'était en 2003, le prix, comme j'ai dit, était dans le $20 le baril. Et toutes nos prévisions économiques utilisaient ce prix de pétrole de une vingtaine de dollars par baril. Donc ça nous aide, mais c'est pas une condition de succès. Justement, c'est intéressant quand vous dites vous avez commencé en 2003, quand le prix était encore à $20. Pourquoi vous avez pris le risque, je mets entre guillemets, déjà d'investir à ce prix-là? Moi, personnellement, parce que bon, il y a un élément personnel, moi je connais le secteur d'hydrocarbures malgache depuis 1994 et je travaille pas dans le pétrole brûlant lourd, mais c'était dans le offshore, donc vers Majunga. Et à l'époque, j'avais l'accès au rapport concernant Tsimuru et Bemolang et je me suis dit à l'époque que bon, ça peut être intéressant, ça peut marcher. Peut-être un peu comme je suis canadien, au Canada, on exploite ce genre de pétrole. Et ça a pris quand même 10 ans pour trouver des investisseurs qui partageraient cette vision, cette vue optimiste de l'avenir. Mais c'est pour ça, c'est parce que moi j'ai cru que ça pourrait marcher. Et heureusement, jusqu'au présent, ça se déroule bien. La vitesse de croisière de l'exploitation dite onshore de Bemelang et Tsimuru, les gisements que vous allez exploiter, ne sera peut-être que dans 25 ans. Alors, est-ce que ça veut dire, monsieur le PDG, que les autres compagnies qui prospectent au large de la côte de Mazang vont produire plus tôt que votre compagnie? Bon, le chiffre là, normalement, le chiffre là est un peu pessimiste. Bien sûr, il faut qu'on complète, on finit notre évaluation pour être sûr que ces deux projets sont rentables. Mais si ces deux projets sont rentables, moi je dirais que le plateau de production, si vous voulez, ça va arriver plutôt entre 2010 et 2015 comme ça. Donc c'est une question de peut-être 8, 9, 10 ans, pas 25 ans. Mais aussi pour répondre à la deuxième question là, c'est difficile à répondre franchement parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont trouver ces autres sociétés qui sont en train de travailler à Majunga. Éventuellement, ils vont trouver des ressources économiques ou éventuellement pas. Donc reste à voir. Quand vous avez parlé de 9 à 10 ans, c'est la rentabilité. Vous parlez en termes de rentabilité ou en termes de commencement de travaux, d'exploitation? Je parle au niveau d'un plateau de production, c'est-à-dire que la production serait le même niveau en barils par jour ou tonnes par an d'un an à l'autre an, de l'an à l'an, si on peut dire ça. Donc c'est de ça que je parle. Les autres questions sont différentes. Quand est-ce que ça va débuter et quand est-ce que ça serait rentable? Oui, est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, monsieur le PDG, ce que c'est exactement le onshore Bemelang et Tsimuru par rapport à offshore, parce que là, ce sont des termes un peu techniques. Oui, je comprends. Et bon, c'est un peu plus facile pour moi parce que c'est des termes d'origine anglaise. Mais onshore, ça veut dire tout simplement à l'île du Madagascar ou sur la terre. Et offshore, ça veut dire tout simplement maritime. Donc, onshore, c'est toute l'exploration, toute l'évaluation, tout le développement de pétrole qui se passe sur l'île du Madagascar, dans le cas du Madagascar. En revanche, offshore, c'est ça qui se passe autour de l'île. Est-ce qu'il y a une différence entre le pétrole extrait de l'offshore et le onshore? En général, non. On peut trouver le pétrole léger onshore et offshore et le pétrole lourd onshore et offshore. Mais bon, le contexte géologique du Madagascar prédétermine la probabilité de chaque cas. Donc, dans ce pays,
Normalement, le pétrole brut onshore va être lourd ou léger. Normalement, les hydrocarbures offshore vont être légers ou peut-être le gaz. Mais ça, c'est en fonction du contexte géologique et ça, c'est différent dans chaque pays. Et plus précisément par rapport à Bemlang et Tsimurour qui est un onshore, c'est-à-dire sur terre, comment ça va se passer? Comment ça se présente le pétrole? Parce que beaucoup de Malgaches aussi ne savent pas à quoi ça ressemble exactement le gisement. Chacun de ces gisements est différent. À Bemlang, le pétrole, c'est carrément à 0 mètre de profondeur. Bon, pas tout, mais il y en a pas mal qui est là. Donc, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez voir avec les propres yeux. Mais ce pétrole est un pétrole lourd parce que comme c'est sur la surface, ça a été attaqué par les bactéries. Et comme ça rend le pétrole plus lourd. Et ça ressemble un peu à l'asphalte sur la route dehors le studio, par exemple, sur le parking. En revanche, le pétrole brut lourd de Tsimurour est plus profond, qui veut dire que c'est moins attaqué par les bactéries et que c'est plus léger. Donc, ça coule lentement, un peu comme un miel assez lourd. De toute façon, je remercie donc le réalisateur Tainar Valson d'avoir, parce que sans nous vanter, M. Samelin, c'est la toute première fois donc qu'on parle de ce thème à Madagascar. Et également, je dirais, c'est la toute première fois qu'on voit du pétrole à la télévision. On remercie le réalisateur par rapport à tout ça. Pour revenir donc à notre question qui concerne le pétrole, le pays, c'est-à-dire l'État, compte vendre des blocs de 2000 km², si je me trompe pas. Donc, nous, on aimerait savoir, par exemple, vous êtes dans Madagascar Oil, comment vous dites, je m'intéresse à ce bloc. Est-ce que c'est par rapport à des ouvrages, des littératures que vous avez lues? Est-ce que vous utilisez les images satellitaires? Comment vous faites pour dire, c'est ce bloc-là qui m'intéresse par rapport à celui-là? D'accord. Bon, je vais répondre à deux niveaux. D'abord, pour notre société, pour l'instant, on est ciblé sur le onshore. Donc, nous ne sommes pas intéressés pour l'instant par ces blocs-là. Nos projets à Tsimurour et Bemlang, les projets potentiels sont tellement énormes. Mais je peux quand même répondre sur le plan théorique de n'importe quelle société de pétrole. D'abord, il faut comprendre que bon, même si on parle de potentiel d'hydrocarbures autour de l'île, on n'est jamais sûr que c'est là. Bon, à Tsimurour et Bemlang, oui, parce qu'on peut voir avec les yeux. Mais dans l'offshore, non, on n'est pas sûr que c'est là. Donc, ce que les sociétés pétrolières font, ils ramassent les données existantes. Donc, le gouvernement malgache vient de sponsoriser par année une étude sismique en préparation de vent ou de ces blocs. Et donc les sociétés vont acheter ces données pour analyser avant qu'ils choisissent le bloc, pour voir quels blocs sont attirants en fonction de ces données sismiques. Il y a aussi des anciennes données. Il y a, bon, vous avez parlé des données satellites, il y a des données satellites aussi qu'on peut acheter. Mais c'est sur la base de ces données historique qu'on essaie de faire le choix. Et à quel stade vous décidez d'acheter tel ou tel bloc? Quel stade de données, en fait? C'est sismique ou satellitaire? Bon, ça dépend un peu les opportunités. Les blocs de 2000 km dont on parle actuellement, ça c'est un programme très structuré par le gouvernement. Donc les données sismiques sont là bien classées, prêtes pour les sociétés pétrolières. Mais si une société pétrolière s'intéresse d'un bloc, bon, ça peut être même sur des autres données. Peut-être les données sont moins bien formées. Par exemple, il y a des blocs onshore à Madagascar qui sont intéressants sur le plan géologique parce qu'on connaît le contexte géologique du pays, mais dont il y a très peu de données, même pas de données sismiques. Mais quand même, une société pétrolière peut s'intéresser. Pardon, une question toute bête. Est-ce que si par exemple, moi j'achète 2 lots, ça fait 4000 km², et qu'à côté, donc il y a un autre qui achète, donc il y a une ligne quelque part qui va nous séparer.
Et si la nappe se divise en deux, une dans votre côté et l'autre dans votre côté, comment ça se passe? Ok, well, ça, je ne peux pas répondre exactement comment ça se passe dans ce pays, parce que bon, il y a des lois malgaches et un système malgache qui s'occupe de ça certainement. Mais bon, ce problème se reproduit souvent ailleurs dans le monde. Bon, entre Angleterre et Norvège, par exemple, il y a des gisements de pétrole qui sont coupés jamais en deux, hein, c'est toujours un pourcentage très compliqué. Et il y a des formulaires de négoce et il y a des systèmes internationaux acceptés pour faire une division juste entre les sociétés pétrolières. Et aussi, il faut ajouter que, par exemple, peut-être une société peut prendre plus vite que l'autre. Donc, il faut revoir de temps en temps la répartition. Oui, est-ce que ça veut dire, d'après votre explication, est-ce que ça veut dire que les gisements offshore sont plus risqués à explorer que les onshore en fait? Non, les risques, il y a beaucoup de risques qui sont pareils, parce que bon, même onshore, on peut trouver un gisement qui est à travers de deux blocs onshore aussi. Les risques sont différents plutôt au niveau d'accès. Bon, au Madagascar, par exemple, l'infrastructure onshore est difficile. Les routes, les chemins sont pas très bien en général. Offshore, l'accès est très facile parce que bon, tout simplement, il faut prendre le bateau et va là-bas. Mais le problème offshore, c'est que s'il faut un plafond offshore, ça c'est beaucoup plus cher qu'un plateforme onshore. Oui, j'ai posé des questions parce que Madagascar Oil est surtout intéressé par les gisements onshore. Est-ce qu'il y a des raisons techniques Oui, bon, la raison essentielle, ça date de 1994 quand j'avais lu les rapports et moi j'avais vu ces deux gisements géants dans ce pays dont les gens, dont le peuple malgache parle depuis un siècle. Et ça m'avait attiré. Je me suis dit, mais je crois que éventuellement ça peut être rentable et ça peut être intéressant pour nous comme société et aussi pour le développement du pays. Tout à l'heure, Monsieur le PDG, vous avez dit que ça commencera dans 10 ans, dans 9 ans. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, selon vos prévisions, combien de barils vous allez compter extraire de Bemlang et de Timrur? Est-ce que vous pouvez estimer la production C'est très difficile à estimer parce que bon, ça dépend le résultat des évaluations qu'on est en train de faire et qui vont se dérouler dans les années à venir. Mais une réponse que je peux donner, c'est que pour que ces gisements soient rentables, il faut au moins des dizaines de milliers de barils. Bon, on espère que les gisements vont être même plus rentables que ça. Il y aura un chiffre plus important. Mais bon, ça reste à voir. Il me semble qu'il y a des chiffres, des estimations chiffrées qui sont déjà sorties sur la taille des gisements. Est-ce que vous pouvez donner des précisions là-dessus? Il y a des chiffres historiques, peut-être. Mais c'est difficile à préciser, à part à dire qu'il faut au moins ce niveau des dizaines de milliers de barils par jour. Bon, il y a des études que les autres sociétés ont fait en parlant éventuellement des chiffres plus importants, même des centaines de milliers de barils. Mais ça, c'était jamais une certitude. C'était toujours en fonction des résultats qu'on saura que dans l'avenir. Et puis, il faut aussi comprendre que ces autres sociétés qui ont déterminé ces chiffres jusqu'au présent, ou avant nous, ils ont plutôt fait l'exploration, c'est-à-dire une recherche initiale du pétrole. En outre, maintenant, on fait l'évaluation, qui est une recherche plus profonde pour nous aider de répondre mieux à votre question, qui est une question importante pour nous aussi. Et après l'évaluation, quelle sera la prochaine phase que vous allez reprendre? La phase d'évaluation, ça répond à certaines questions. Bon, la question fondamentale, c'est est-ce que c'est rentable d'exploiter un de ces gisements ou ces deux gisements? Si la réponse est oui, il y a une autre question fondamentale, c'est en utilisant quelle technologie ou quelle technologie
Donc, si on peut exploiter sur le plan rentable avec certaines technologies, ça va devenir tout simplement une phase d'exploitation. Justement, vous êtes sûr que vous allez exploiter. Donc c'est une assurance, ou bien vous êtes encore à 90%, il y a la partie de 10% qui pourrait changer. Malheureusement, dans l'exploration et l'évaluation de pétrole, il n'y a pas de certitude. On est optimiste que ça serait possible d'exploiter, mais il faut qu'on apprenne beaucoup au niveau du comportement du réservoir. Est-ce que ces réservoirs vont facilement relâcher le pétrole? Ça, c'est une question, parce qu'aucune société avant nous qui a intervenu à Timirou et Bemolanga n'a jamais tester ou examiner le comportement de réservoir quand on essaie vraiment de produire. Quand vous dites relâcher le réservoir, ça veut dire naturellement, donc on ne peut pas percer la poche, ou comment ça se passe? Si, on peut percer le réservoir, et puis même pendant le XXe siècle, il y avait quelques barils du pétrole produit même à Timirou au début du siècle, et aussi à Bemolanga. Et si quelqu'un va demain percer un puits de pétrole à Timirou, c'est fort possible qu'il y aura 1 ou 2 barils qui vont sortir s'il trouve le bon niveau. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il faut faire sortir un volume de barils qui va rendre rentable le développement du gisement. Monsieur le PDG, est-ce que vous pouvez donner plus de précision entre grès bitumeux, huile lourde et le pétrole qu'on voit ailleurs? Comme c'est plus lourd que le pétrole classique. Bon, quand je parle du pétrole classique, je parle du pétrole qu'on voit dans les films américains où les gens sortent à Texas et ailleurs. La différence, c'est que comme c'est plus lourd, c'est plus difficilement transformé en produits légers comme l'essence, etc. Qui veut dire soit il faut payer plus pour effectuer cette transformation, ou il faut pas transformer, mais utiliser, vendre aux consommateurs plus limités, par exemple les centrales électriques. Qui veut dire à la fin qu'il y a des marchés potentiels pour ce pétrole, même si c'est pas transformé, mais que le prix serait moins que le prix d'un baril de pétrole classique. Donc là, vous avez déjà prospecté des marchés à l'étranger, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'après le stade d'évaluation, vous allez passer à l'exportation. Est-ce que Madagascar Oil a déjà trouvé des clients à l'étranger? On a fait des démarches informelles, parce que on peut pas signer des contrats comme on peut pas promettre pour l'instant, comme je viens d'expliquer. Mais en même temps, il faut qu'on est sûr qu'il y aura des clients. Bon, un client clair, c'est en gros, c'est l'industrie malgache. Mais bon, pour justifier le développement de ces gisements qui ont besoin d'une infrastructure très chère, très sophistiquée, il faut des clients internationaux aussi. Et on sait informellement qu'il y a des clients potentiels dans le secteur de centrales électriques, dont parmi les consommateurs de mazout, les grands bateaux, par exemple, qui utilisent le mazout. Il y a même dans le monde quelques raffineries dans des TSP qui peuvent transformer dans un premier temps ce pétrole. D'accord. De toute façon, on va revenir sur votre société et dans la partie plus économique donc, du pétrole. Mais en parlant toujours du pays, donc géographiquement, comment ça se fait que c'est toujours entre Morondave, c'est-à-dire la partie ouest, c'est là qu'on trouve le pétrole, c'est-à-dire c'est là que les gens font des recherches? D'accord. Ça, c'est en fonction de l'origine géologique du pays, de l'île du Madagascar. Le pétrole se forme et s'attrape dans les bassins sédimentaires, et qui veut dire normalement les anciens deltas, si on peut dire delta, des anciennes rivières, des rivières qui existaient ici il y a 60, 80, 100 millions d'années, il y a longtemps. Et pour des raisons géologiques, tout simplement, ces anciennes rivières, ces anciens deltas sont à l'ouest de l'île.
En revanche, ici à Tana, où on est aujourd'hui, c'est un sous-sol solide, c'est pas sédimentaire, donc c'est ni une source potentielle de pétrole, ni un piège potentiel de pétrole. Quelle est la place de Madagascar pour l'investisseur, pour ceux qui explorent du pétrole, les compagnies pétrolières, quelle est la place de Madagascar par rapport aux autres pays où il y a également des explorations? Ouais, tous les pays qui ont potentialité d'hydrocarbures sont en concurrence. Donc il y a une façon de répondre à cette question, c'est à dire que Madagascar actuellement fait un grand effort, le gouvernement malgache et Omnis font un grand effort d'attirer l'investissement des autres sociétés. Bon, nous sommes ici depuis 2003 et bon, moi personnellement, je connais le pays plus longtemps que ça. Mais il y a beaucoup des autres sociétés qui ont été attirées depuis 18 mois. Et puis il y a des autres que j'imagine vont venir. Donc à ce niveau, le pays est en train d'essayer d'attirer les investisseurs. Mais pour répondre à un autre niveau, on peut dire que Madagascar avoue que l'environnement est un environnement bien pour l'investissement, que le gouvernement est pour l'investissement et soutient ça. Le pays est on dit dans le monde pétrolier, sous-exploré, c'est-à-dire que c'est un grand pays avec une potentialité d'hydrocarbures qui n'est pas aussi bien connu que dans des autres pays du monde. En parlant d'investissement, Monsieur Sam Malin, est-ce que vous pouvez dire ici à combien s'élève l'investissement de Madagascar Oil dans ce projet-là? Et quand comptez-vous amortir cet investissement que vous allez faire sur Bemlang et Timrur? Bon, ouais, ça dépend bien sûr si et jusqu'au quel niveau il y aura du succès auprès des deux projets. Mais donc ma réponse c'est juste pour donner une idée. Mais jusqu'à aujourd'hui, la société a dépensé dans attendez, je vais réfléchir un peu, dans les 60 millions de dollars. Il y aura, entre maintenant et début 2007, encore 60 millions de dollars à dépenser. Et ça, c'est que pour l'évaluation sur tout le gisement Tsimiru et à côté le gisement de Bemolanga. Et on fait aussi l'exploration des autres blocs. Si ces deux gisements sont rentables, il y aura un investissement dans l'avenir, des centaines et des centaines de millions de dollars pour l'infrastructure. Et ce n'est pas que les plafonds onshore du pétrole, c'est aussi les routes, c'est aussi les pompes, c'est le stockage du pétrole, c'est un nouveau port, si ça marche, vers probablement vers Mantiran. Donc c'est des chiffres très importants. Est-ce que vous êtes décidé maintenant d'exporter brut le produit ou d'installer une unité de transformation ici? On n'est pas décidé parce que bon, pour l'instant, on ne sait pas si ça serait rentable et en quel volume ça serait rentable. On croit, et ce que je vais expliquer maintenant peut changer avec le temps, mais on croit qu'au début, on va exporter le pétrole brut comme c'est, sans transformation, sans raffinage. Mais moi, je crois également que dans l'avenir, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, dans 10 ans ou un peu plus que ça, si les deux projets sont rentables, c'est fort possible que ça serait intéressant pour la société comme pour le pays de construire une raffinerie qui peut transformer au moins un pourcentage de ce pétrole. On parle de sources d'énergie et sans jouer avec le mot, Monsieur Sam Malin, on va s'arrêter pendant un certain moment, juste pour une petite source, et on va revenir avec les autres questions concernant le pétrole à Madagascar.
La nouvelle beauté d'eau vive, comme l'eau qu'elle contient, si pure, si nature. Deuxième partie de l'émission concernant le pétrole, donc avec Monsieur Sam Malin, qui est le PDG de Madagascar Oil, avec Steve Manir et Maïf. On parle beaucoup des sociétés qui veulent donc exploiter ou explorer le pétrole à Madagascar. Vanco, Vuna Energy, Sterling Energy, Norsk Hydrol, parce qu'on parle norvégien, je pense. Et il y a même une société chinoise qui est donc Sino Union Petroleum and Chemical International Limited. Est-ce qu'il y a une concurrence entre toutes ces sociétés qui veulent opérer à Madagascar? Ok, je vais répondre à votre question, mais si vous me permettez, je vais juste clarifier une autre question. Vuna Energy n'intervient plus dans le pays. Vuna Energy était une société qui a débuté les négociations qu'on a fait ici dans ce pays, mais qui a été remplacée 100% par Madagascar Oil. Donc juste pour clarifier, il n'y a pas Vuna Energy ne tient pas des actions en Madagascar Oil et Madagascar Oil ne tient pas des actions en Vuna Energy. Donc c'est deux entités bien différentes. Deux entités bien différentes. Vuna Energy n'est plus dans ce pays, mais voilà, juste pour clarifier. Mais aussi pour répondre à votre question, ici, on est dans une économie libre, une démocratie, et bon, comme tous les sociétés privées, si ces sociétés sont bien en concurrence l'une avec l'autre. Il n'y a pas de petit croche-pied, on essaie d'éliminer un autre pour qu'on gagne plus du terrain? Je peux dire que dans notre cas, non. Nous, on est tout seuls. Bon, je dis ça, sauf que, bon, bien sûr, ça serait que certains, après la déclaration dans la Gazette, mais on a quand même un joint venture avec une autre société, Tullow, qui est un joint venture 50-50. Ça, c'est typique dans le pétrole. Mais dans ce cas, c'est comme une seule société dont les deux sociétés mères sont actionnaires 50-50. D'accord, Maïf? Oui, justement, comme vous avez dit, l'État malgache fait beaucoup de publicité à l'extérieur pour attirer les investisseurs dans le domaine du pétrole. Est-ce que vous pensez, par rapport à votre expérience, que la réalité correspond vraiment aux publicités menées par l'État? C'est le travail de l'État, et bon, dans ce cas en général par l'intermédiaire d'Omnis, de faire le marketing. Donc c'est tout à fait normal que cette publicité serait une publicité optimiste, parce qu'il y a une concurrence entre tous les pays du monde. Bon, la réalité est qu'il y a une potentialité pour les hydrocarbures très importante ici, que c'est un pays très intéressant. Mais la réalité est aussi que c'est en fonction des études à venir qu'on va voir vraiment si on va produire si le Madagascar va produire des barils et à quel niveau. Oui, on parle toujours d'investissement. Vous avez donc décidé d'investir dans le domaine du pétrole à Madagascar. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'impact de l'exploration pétrolifère que vous allez faire sur Bemlang et Simorur sur l'économie malgache? Il y a plusieurs réponses à cette question au niveau différent. Bon, en gros, il y a un bénéfice parce que bon, la société amène des équipements dans la société. La société embauche des malgaches aussi, des expatriés, mais bon, les expatriés dépensent leur argent ici quand ils travaillent ici. Un autre avantage, c'est que la société est obligée pour le projet d'aménager les routes dans la région. La société va aussi aménager 2 anciens aérodromes. Donc, il y a un impact positif immédiat. Bon, dans le long terme, bien sûr, l'impact, si le projet a le succès qu'on espère, il y aura Vous mettez toujours au conditionnel si le projet
Ouais, je suis optimiste et il faut souligner, mais aussi je suis réaliste et il n'y a aucune certitude dans le pétrole. Mais bon, si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas ici. Oui, on dit que la plupart de ceux qui ont effectué les recherches sur le pétrole à Madagascar sont des spéculateurs, mais pas vraiment des vrais pétroliers. Et ils attendent le moment propice pour vendre à prix d'or le fruit de leurs recherches. Est-ce que vous partagez cette vision-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ouais, moi, je peux dire que, en général, les sociétés que je connais ici au Madagascar, bon, y compris notre société, ne sont pas des spéculateurs. Nous sommes des sociétés professionnelles qui font des grands investissements dans l'exploration, dans l'évaluation. Et si on trouve ce qu'on cherche, il y aura des dépenses importantes dans l'exploitation. Et nos équipes, et bon, je parle pour toutes les sociétés parce que bon, je connais un peu mes collègues, nos équipes sont des équipes bien formées, très professionnelles, qui comprennent les étrangers, mais aussi des Malgaches. Et dans notre équipe, par exemple à Madagascar Oil, on a des Malgaches qui ont déjà travaillé avant dans le pétrole dans ce pays, aussi à l'outre-mer. On a des experts. Bon, moi, par exemple, je suis ingénieur géologue avec 25 ans d'expérience dans le pétrole. Et bon, j'ai des collègues comme moi, même des collègues qui ont travaillé dans le pétrole plus longtemps que moi. Est-ce que vous avez fait des études d'impact environnemental par rapport au pétrole que vous allez extraire de Timor et de Bemlang? Oui, on a fait des études d'impact et on va continuer à faire ces études parce que bon, avec l'évaluation qui continue et l'exploitation éventuelle dans l'avenir, il y aura toute une gamme des études d'impact environnemental à faire. Et bon, il faut ajouter bien sûr que ce n'est pas que des études d'impact environnemental, mais aussi les études d'impact socio-économique. Parce que bon, ce projet aura des effets auprès de la population qui vit dans les régions. Bon, Bemlang n'est pas très peuplé, mais il y a quand même quelques gens qui habitent à Tsimirou, et bon, c'est très important. Mais le pétrole que vous allez extraire, c'est pas dangereux pour la santé de ces populations dont vous venez de parler? Le pétrole, non, c'est pas dangereux. Un avantage de ce pétrole brut lourd, c'est que ça ne prend pas facilement feu. Hein? Ça c'est aussi un désavantage quand on vend, mais pour la population. Mais bon, quand même, il y aura un impact parce que tout à coup, il y aura des appareils partout, il y aura beaucoup de monde, d'ailleurs, de ce pays, aussi des étrangers. Donc, il y aura un impact qui est social ainsi que... C'est très positif alors comme impact. Ouais, c'est très positif, mais aussi il y a aussi des éléments potentiels négatifs et c'est ça qu'il faut gérer. On travaille avec les organismes indépendants, des organismes de l'État malgache et des organismes internationaux pour nous aider de gérer ces impacts. Bon, les impacts négatifs peuvent être, par exemple, un déplacement éventuel d'une population. Bon, ça c'est juste un exemple. Il faut vite souligner que pour nos projets actuels, ça c'est pas prévu, mais ça c'est un exemple d'un impact négatif. Quand le produit sera extrait, de quoi aura l'air le site de Bemlang ou de Tsimirou? Ouais, dans chaque cas, c'est différent. Pour le Tsimirou, à part tous les équipements, le stockage, les générateurs de vapeur, les pipelines, les pompes, bon, ça serait bien évident. Mais on ne va pas voir beaucoup de... Non, mais Bemlang, c'est différent. Parce que la plupart du gisement de Bemlang, c'est presque aux surfaces. Et donc prévu là, ça sera, si c'est exploité, ça sera une mine à ciel ouvert. Donc ça, on va voir ça. Mais bon,
en retouchant sur le niveau environnemental. D'abord, on fera les études d'impact dans l'avenir, mais aussi on est obligé à la fin du projet de remplir le trou et de remettre l'environnement à peu près comme c'était avant. Donc on ne quitte pas comme Donc ça. vous allez planter des arbres sur le gros trou que vous aurez creusé. Effectivement, oui. Quand est-ce que cette étude d'impact sera terminée? Ouais, il y en a pour chaque élément du projet, pour chaque intervention technologique ou technique, il faut une étude d'impact. Donc, les études d'impact pour les premières phases du projet d'évaluation de Tsimirou, par exemple, ont déjà été complétées. Je crois que, il faut que je regarde mon calendrier, mais je crois qu'à ce moment, c'est l'ONE qui est en train d'approuver ou de considérer s'ils vont approuver. Mais bon, ça va jamais finir parce que ces projets vont être, on espère, tellement grands qu'il y aura toujours un nouveau volet, une nouvelle intervention. Donc, on aura toujours besoin de nouvelles études d'impact environnemental. Pour revenir à la question de mon collègue Steve, les impacts financiers, est-ce que l'État donc va prendre des taxes à chaque baril? Il y a des taxes directes, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire il y a des royautés qui sont payées sur tous les barils. À part ça, il y a des impôts sur les profits de... Est-ce qu'il y a un représentant, sans vous couper la parole, il y a un représentant de l'État qui saura que vous avez produit 1000 mais pas 10 000 et que vous avez mis à côté? Tout est très strictement mesuré et il y a des systèmes officiels pour mesurer. Oui. Pour donc contrôler. On ne peut pas tricher là-dessus alors? Non, on ne peut pas tricher. D'accord. Pour revenir donc à votre société proprement dit, c'est-à-dire Madagascar Oil, si je m'abuse, vous êtes une des rares sociétés malgaches qui a été fondée à Madagascar pour le pétrole. Pourquoi? On est fondé à Madagascar parce que c'est le seul pays où la société intervient. On voit tellement de potentialités dans les grands projets de Tsimirou et de Bembelang, et aussi on comprend que ces deux projets sont tellement complexes que ça prend tous nos ressources et tous nos efforts. On veut être, et nous sommes 100% ciblés dans ce pays. Et bon, aussi, il faut ajouter, il y a une raison émotionnelle. Bon, moi et mes collègues qui ont fondé la société, tous, on aime bien le Madagascar. On veut participer dans le développement du pays. Dites-moi, vous avez évoqué tout à l'heure que donc il y a une société qui va vous lancer dans les bourses à l'étranger. Ils vous prennent au sérieux qu'une petite société malgache s'intéresse dans ce sens? C'est bon. D'abord, juste pour clarifier une chose, comme j'avais expliqué avant, on aura besoin d'un financement très important pour réussir dans ce projet. Et il y a plusieurs moyens de chercher ce finance. Dont introduction auprès de la bourse, c'est une possibilité assez forte. Et bon, il y a aussi des investisseurs privés. Et on peut dire que les investisseurs privés nous prennent déjà au sérieux. On vient de placer 60, d'attirer plutôt un investissement de 60 millions de dollars. Et ça, c'est un chiffre assez important. Mais bon, c'est pour nous de faire, si vous voulez, de notre part, le marketing de ce projet. Et jusqu'au présent, on fait bien. J'ai bien compris, même quelques journalistes de Financial Times étaient venus ici, c'est-à-dire les Américains. Donc ça montre un côté un peu sérieux. Oui, c'est exact. Bon, c'est vrai. Bon, la journaliste était américaine et le journal, c'est anglais. Donc, ouais. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas encore d'autres partenaires pour l'instant? Si, on avait déjà des investissements. Bon, moi et mes collègues qui ont fondé la société ont investi dans la société pour que ça avait l'argent pour démarrer et pour bien promotionner le projet et pour bien auprès des investisseurs futurs.
Et aussi, l'année passée, on avait déjà réussi d'attirer des autres investisseurs. C'est nécessaire parce que, bon, même si au début, on avait investi une somme importante dans la société pour que ça démarrerait, ces projets sont tellement grands et il faut des chiffres tellement importants qu'il faut des autres financements. Est-ce que l'État est actionnaire dans le Madagascar? L'État n'est pas actionnaire. L'État quand même a un intérêt dans le projet par l'intermédiaire du contrat du partage de production. Et c'est ce contrat qui donne à l'État, si vous voulez, l'argent dans la forme des royautés, des certains impôts aussi. Oui, et monsieur le PDG, dans l'histoire de l'exploration pétrolifère dans le monde, on assiste à un tableau paradoxal, un peu contradictoire, c'est-à-dire que les pays pauvres, même s'il y a même s'ils explorent du pétrole, ils restent toujours pauvres, alors que de l'autre côté, les magnats pétroliers, ils vivent sur leurs petits nuages. Alors, d'après vous, monsieur le PDG, est-ce que Madagascar n'échappera pas à cette fatalité? Je crois que il faut répondre à deux niveaux. Bon, à un niveau, ça dépend beaucoup du gouvernement, parce que bon, c'est pour le gouvernement à gérer cette richesse éventuelle et à bien distribuer ça correctement partout dans la société. Et bon, le gouvernement aura ses propres décisions à prendre. Mais dans mon opinion, je suis optimiste pour le Madagascar parce que bon, c'est un pays démocratique, c'est un gouvernement qui est démocratique, qui a créé un bon environnement pour le business et pour une économie bien ouverte. Donc je suis optimiste. Et bon, aussi, il faut dire que souvent, dans les pays dont vous parlez là, où ça tourne mal, ils ont toujours eu des problèmes depuis des années. Mais ici, ça démarre bien. Mais vous savez, monsieur Sam Malin, je n'en parle pas de vous en tant que Madagascar Oil, mais la plupart du temps, au fait, ce sont les grandes firmes étrangères, sans vraiment les accuser directement. Ce sont eux qui poussent les gens à avoir une certaine indépendance pour que justement une partie d'un pays se dégage de. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez ce genre d'attaque contre les magnats pétroliers? Je crois que, bon, il y a des... on peut penser des exemples en Afrique où il y a des problèmes. Mais en général, ce n'est pas que le secteur pétrolier, c'est tous les secteurs qui ont les problèmes et ces problèmes ont existé depuis des années. Et bon, c'est vrai que des fois c'est difficile pour ces grandes sociétés de travailler dans les secteurs avec les complications comme ça. Mais franchement, ici au Madagascar, moi je ne vois pas ça et je suis optimiste que ça ne va pas se reproduire dans ce pays. Oui, le pétrole est classé produit stratégique, donc je pense qu'il y a l'OMNIS a encore son mot à dire sur l'exploitation. Quels sont les genres de facteurs que l'OMNIS doit encore... Bon, ça c'est... L'intérêt d'OMNIS au niveau des exportations, c'est tout défini dans le contrat de partage de production et aussi dans le code d'hydrocarbures malgache. Donc, ce que je vais dire, je ne suis pas avocat, donc je vais simplifier. Mais en gros, OMNIS n'a pas l'intérêt de prévenir des exportations. Mais l'exportateur éventuel ou plutôt l'exploitateur du pétrole a une obligation de fournir dans la mesure possible le marché domestique. Donc, mais au prix international. Donc, si vous voulez, c'est à ce niveau l'obligation de fournir le marché domestique avant et donc réduire le volume qui est disponible pour l'exportation. Donc ça veut dire que même si on trouve du pétrole à Madagascar, les prix à la pompe ne vont pas diminuer pour autant.
Ah ouais, ça c'est une bonne question et il faut toujours rappeler que le prix à la pompe c'est pas que le prix brut, si vous voulez, du pétrole, mais aussi c'est les impôts. Et ça dépend aussi, c'est aussi en fonction du secteur de raffinage dans ce pays. Et pour l'instant, et je souligne pour l'instant parce que ça peut changer, mais pour l'instant, la raffinerie dans ce pays est une raffinerie qui se parle simple, qui ne peut pas traiter notre pétrole brut lourd éventuel de ces grands projets. Pour mieux comprendre, parce que bon, c'est sûr que tout au début, on a déjà posé donc, la question par rapport à vos procédés, mais pour mieux comprendre, Tsimurur et Bemlang, qu'est-ce qui se passe? Vous allez extraire le pétrole, ça va être déjà du pétrole, vous allez raffiner, vous allez exporter. Comment ça se passe exactement? Et s'il y a une raffinerie, ça va être à Madagascar ou bien vous allez le faire dans un autre pays? OK. Les réponses à ces questions sont en fonction des examens économiques à venir et aussi en fonction de comment ça va se dérouler. Mais je peux quand même donner une idée. Donc déjà, le pétrole brut lourd de Tsimurur, c'est assez léger pour vendre plus ou moins comme c'est, pour exporter plus ou moins comme c'est. Sur le plan technique, on mélangerait probablement ce pétrole avec le gazole, qui est un système utilisé partout dans le monde, pour rendre plus facile, un, à transporter et deux, à vendre. Mais mon langue, c'est quand même plus compliqué parce que c'est plus lourd. Donc, il faut que nous, en étant exploitants éventuels, qu'on achète un produit chimique qui s'appelle un diluant. C'est un produit qu'on mélange avec le pétrole brut lourd pour que ça coule plus facilement. Mais dans le moyen terme, c'est-à-dire peut-être dans 10 ans plus ou moins, je crois que c'est fort possible qu'on va trouver que c'est rentable de construire une raffinerie spéciale, surtout pour le Bemlang, parce que déjà Tsimurur c'est plus léger. Et cette raffinerie serait une raffinerie normalement qui va prendre ce pétrole brut très lourd de Bemlang et rendre un pétrole brut plus léger qui est plus facile à vendre et aussi d'utiliser dans ce pays. Oui, en parlant de raffinerie, monsieur le PDG, selon certains experts, plus personne ne veut construire de raffinerie à Madagascar parce que c'est pas rentable, alors que vous avez dit tout à l'heure qu'il se pourrait que vous alliez en construire une. C'est un peu compliqué, c'est cher, ça va vous coûter très cher, etc. Alors que vous restez optimiste. Je suis optimiste pour deux raisons. Bon, première raison, c'est qu'une raison pour que c'est pas très rentable aujourd'hui de construire une raffinerie au Madagascar, c'est parce qu'il faut importer le pétrole brut. Mais si le pétrole brut est déjà ici dans le pays, ça rend immédiatement plus rentable. Bon, ça c'est première chose. Deuxième chose, c'est que bon, pour l'instant, le niveau de développement de l'économie, bon, ça accroître, mais c'est toujours bas. Mais l'économie malgache est en train de se développer. Et avec les projets comme le nôtre et bon, les autres projets dans ce pays, moi je crois que la demande de pétrole va s'augmenter et ça va souligner la rentabilité de construire une raffinerie dans l'avenir. Oui, en parlant de rentabilité, dans les années 60, une étude menée par la compagnie SPM a estimé que le prix de revient du pétrole tourné à Madagascar revient à 25% plus cher que le prix importé. Où se situe ce seuil de rentabilité aujourd'hui? C'est à combien le baril sur le marché international? Normalement, parce que bon, maintenant que les marchés internationaux sont plus ouverts qu'aux années 60 et plus liés. Aux années 60,
Moi j'étais garçon au Canada et bon, vous étiez ici au Mara et c'était des marchés complètement détachés l'un de l'autre. Mais bon, maintenant, le prix de Mara a un rapport même avec le prix au Canada. Pour dire que le prix d'un baril du pétrole ici au Mara va être en fonction des prix internationaux. Le prix d'un litre de l'essence aux pompes ici, bon, ça devient plus compliqué parce que ça c'est en fonction aussi de si ou non il y a une raffinerie, si ou non c'est importé, et aussi des impôts sur le pétrole dans le pays. Oui, donc toujours dans cette question de rentabilité, vous avez calculé votre investissement par rapport à quelle base de prix sur le marché international? Bon, notre calcul du base, c'est basé sur les prix du pétrole en 2004. Donc, c'est dans le 25 dollars le baril. Et bon, bien sûr, on recalcule avec les prix plus hauts actuels. Et ce que les prix plus hauts veut dire, ça nous aide d'accélérer l'investissement prévu, effectivement. Donc, l'investissement, c'est toujours énorme, même avec les prix actuels, mais au moins on peut accélérer un peu vis-à-vis ce qu'on avait prévu avant. Donc, si jamais le prix du pétrole descend au-dessous de ce seuil, vous allez fermer les pompes ou comment ça va se passer? Non. Si le prix descend jusqu'aux 20 dollars le baril au moins pendant des années et des années, bon, c'est vrai que ça va beaucoup freiner. Mais même si c'est fort possible que les prix vont descendre, c'est pas fort possible qu'ils vont descendre et rester bas pendant des années et des années. Donc le prix peut descendre, ça peut rester là des mois, même 1 an, même 2 ans, et on va pas fermer les robinets, quoi. Vous avez évoqué tout à l'heure la construction de routes. Steve a une question là-dessus. Quelques engins de travaux publics d'une grande société de construction sont déjà dans la région dont vous allez faire votre exploration pour construire la route entre Morafenbe et Bemlang et Tsimrour. Alors, dites-nous, monsieur le PDG, c'est qui va prendre en charge cette desserte? Est-ce que c'est l'État malgache ou c'est Madagascar Oil? Bon, la route nationale, en général, c'est l'État malgache qui s'occupe de la route nationale. Mais bon, il y a 2 choses à dire à ce niveau. Une chose, c'est que les travaux qui sont fondés par la Banque mondiale sont pas finis. Et bon, on aura besoin de transporter des grands équipements sur cette route. Donc, à nos frais, nous sommes en train d'aménager temporairement l'élément de cette route nationale qui n'a pas déjà été fait. Et bon, après, ça va être refait par le projet de la Banque mondiale. Mais l'autre chose à dire, c'est qu'il y a des routes régionales, c'est-à-dire les routes entre l'axe rouge, la route nationale et le Bemlang et le Tsimiru. Et ces routes-là qui seraient aménagées à nos frais et maintenues à nos frais. Et bon, nous sommes en train actuellement à aménager la route qui assure le lien entre la route nationale et Tsimiru. Monsieur le PDG, est-ce que les routes seront-elles goudronnées? Dans un premier temps, non. Et bon, ça c'est tout simplement parce que, bon, d'abord, le projet de la Banque mondiale ne prévoit pas ça. Donc c'est une route en gravaille ou en latérite. Mais bon, et dans l'avenir, ça on va voir. Moi, ça va dépendre du déroulement du projet, comme je dis, mais j'espère qu'il y aura assez du bitumen et d'asphalte pour bitumer ces routes dans l'avenir. Mais quand, je ne peux pas dire pour l'instant. Oui, dernière question, monsieur le PDG. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pourquoi Bemlang et Tsimrour vont être exploités réellement cette fois-ci? Bon, oui, j'espère qu'après toutes les questions-là, je vous ai transmis un peu mon optimisme. Et la différence, une différence fondamentale, comme j'avais dit au début, c'est parce que les technologies existent actuellement qui n'existaient pas avant. C'est les technologies pour exploiter
ces pétroles brûlures. Et c'est des technologies aussi pour transporter, pour faire plus facilement couler, et dans l'avenir pour transformer. Ça, c'est une raison fondamentale. Mais une autre raison, c'est parce que Madagascar Oil est une société flexible qui a adopté cette rêve de la peuple malgache comme un peu son rêve aussi. Et comme nous sommes ciblés à 100% sur le Madagascar, je suis très optimiste qu'on va réussir. C'est vrai, Monsieur Sam Malin, qu'on reste très optimiste par rapport à ce que vous avez donc évoqué tout à l'heure, mais on va rester également réaliste. On ne vous donne pas un challenge, mais on se donne rendez-vous d'ici très peu de temps et on vous repose la même question. On vous donne rendez-vous donc à vous téléspectateurs donc d'ici quelques semaines et d'ici peu, le droit de savoir de comprendre s'arrête pour un petit moment. Au revoir.